Michel Grybinski. Je le rappelle, Michel Grybinski est comparatiste et musicologue. Il est actuellement directeur de l'Institut français de Dresde et je le laisse présenter la conférence qu'il va vous donner dans le cadre de ce séminaire. Mesdames et messieurs, chère Carole, merci beaucoup pour cette invitation à intervenir dans le cadre de ta chaire de création artistique. Et je m'en réjouis particulièrement, d'abord parce que parler de ta musique, que j'aime et que je connais depuis longtemps, dans une enceinte aussi prestigieuse, c'est un grand plaisir et un grand honneur. Ensuite, parce que cette chaire de création artistique me semble constituer plus qu'un cadre, un laboratoire de réflexion esthétique dans une interaction fructueuse entre théorie et pratique, et je pense que tu viens de l'illustrer de manière magistrale. Enfin, parce que, de façon plus personnelle, cette intervention me permet de donner une nouvelle direction à mes propres recherches dans le domaine des relations interartistiques et intermédiales entre musique, littérature et cinéma. Alors, à mesure que je travaillais au sujet initialement annoncé, l'objet de ma réflexion s'est, et je vous prie de m'en excuser, légèrement déplacé. Par conséquent, le titre modifié, passant de musique et images, l'exemple de Carole Beffa, à ceci, entièrement au pluriel, son, texte, image, les sens de la musique dans les improvisations de Carole Beffa. Je me suis focalisé sur la question du sens, des sens de la musique, et ai choisi de resserrer le corpus envisagé en me limitant aux improvisations sur des thèmes proposés, comme vous l'avez fait la semaine dernière, par le public. Mots, textes, images, au sens figuré de symbolisation textuelle, et par suite musicale, et non plus au sens littéral, visuel, d'images animées, de films que j'avais d'abord eu l'idée d'intégrer à mon propos. Cela à la fois en raison du temps imparti, mais aussi parce que cette pratique de l'improvisation sur des thèmes donnés par le public m'a paru exceptionnelle en soi et dans la perspective sémantique qui est ici la mienne. Pratique absolument singulière, du moins dans le champ de la musique dite savante, à l'exception du domaine de l'orgue, car l'improvisation s'y présente au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'âge baroque, de l'ornementation à la basse continue, mais aussi à l'époque classique, notamment dans les cadences de concerto et à l'ère romantique, chez plusieurs grands pianistes-compositeurs, héritiers en cela de Beethoven, à commencer par Liszt, et jusqu'au début du XXe siècle avec Busoni, l'improvisation semblait avoir presque quitté la scène savante pour devenir l'apanage du jazz. La pratique de Carole Beffa me semble singulière aussi parce que le choix d'improviser sur des mots proposés par le public, mots thème, mots image, mots programme, est à ce point extraordinaire dans l'histoire de la musique, extraordinaire qu'il est difficile d'en identifier rigoureusement des précédents. Quand Liszt improvisait sur des thèmes lancés par des auditeurs, il s'agissait de thèmes musicaux, en particulier d'airs d'opéra connus. À la fin du XVIIIe et durant le XIXe siècle, on improvisait parfois sur des récitations poétiques dans les genres mélodramatiques, au sens musicologique du terme, de la Deklamation en Allemagne, de l'adaptation musicale en France, donnant lieu à un répertoire de figures stéréotypées destinées à évoquer tempête, atmosphère nocturne, sons de cloche, etc. C'est après et d'après une récitation, en guise de commentaire, de paraphrase, qu'un Karl Löwe improvisait des fantaisies. Par ailleurs, de Couperin, Vivaldi, Rameau, à Mahler, Debussy, Ravel, Schoenberg ou Messiaen, que tu citais tout à l'heure, en passant par Beethoven, Wagner, Liszt et bien d'autres encore, c'est tout un pan de l'histoire de la musique
qui ressortit largement, partiellement ou ponctuellement à la musique descriptive ou plus largement à programme, qui, pour reprendre une image en vogue au XVIIIe siècle, peint, imite ou évoque des phénomènes naturels, orages, chants d'oiseaux, des lieux, des personnages, des événements, ou encore raconte une histoire. J'y reviendrai à propos de la question de l'imitation en musique. Mais là encore, il s'agit d'une pratique autre, puisque relevant de la composition et non de l'improvisation, ce qui engage un processus de communication et une pratique d'écoute tout à fait distincts. En répondant musicalement, dans la mesure du possible et du désir, à tout thème qu'il renvoie à un contenu musical ou non, Karol Beffa étend donc, si je puis dire, le domaine de la gageure musicale. Et nous lui demanderons tout à l'heure, je lui demanderai à la suite de cet exposé quand, comment et pourquoi il a fait ce choix, notamment d'inclure des thèmes non musicaux. L'essence, en deux mots, de la musique est évidemment un jeu de mots. En filigrane, c'est l'essence, la nature propre de la musique qui est interrogée. En réalité, les effets de sens ne sont pas dissociés de la réception concrète de la musique par l'essence. Et c'est bien la question de l'existence phénoménale de la musique qui est envisagée à travers une performance improvisée du point de vue de l'articulation avec des significations portées par un texte, ne serait-ce qu'un mot. Si, pour faire un petit jeu de mots, là également l'existence précède l'essence, en un seul mot, le fait que le texte, le mot thème, précède l'improvisation, laisse ouverte la question de savoir si les sens sensoriels précèdent bien le sens sémantique de la musique. En passant, dans mon titre, de l'exemple de Karol Beffa à ses improvisations, j'ai voulu à la fois souligner que je n'inscrivais pas cette réflexion dans un simple cas, un case study, exemplaire ou anecdotique, un objet pris pour l'exemple ou par exemple, mais l'envisageait comme la manifestation singulière d'une modalité de création chez un compositeur que je tiens et que nous tenons, comme en témoigne cette chaire de création artistique, pour l'un des plus importants et des plus significatifs d'aujourd'hui. À partir de cette pratique, je voudrais donc, avec vous, réfléchir à cette question aussi centrale que massive de l'esthétique musicale, celle de savoir si, et si oui, comment, la musique, dans ses improvisations à thème, notamment non musicales, signifie, veut dire ou peut dire quelque chose. La question, à défaut de la réponse, est relativement simple. Quand Karol Beffa improvise sur des mots comme « tempête »,« visage d'enfant » ou « tu ne tueras point », sa musique, ce que nous entendons, a-t-elle un rapport avec le sens de ces mots-images ? Lequel et selon quelles conditions ? Cette question théorique fondamentale que nous pose la musique ou que nous lui posons, qui en tout cas se pose nécessairement dans ce type d'improvisation, auteurs et auditeurs n'ont cessé de vouloir y répondre au cours des siècles, essayant d'assigner à la musique des sens plus ou moins déterminés en déclarant celles qui semblaient dénuées de signification, mauvaises esthétiquement, voire dangereuses moralement. Et je vous avoue qu'il y aurait quelque légèreté à prétendre résoudre en à peine une heure un problème aussi ardu qu'ardemment débattu, sinon rebattu. Et mon propos ne vise évidemment, en redessinant d'abord un cadre et en rappelant quelques jalons, qui visent à éclairer quelques enjeux de la relation de sens entre musique, texte et image dans les improvisations de Karol Beffa. S'insérant entre le cours de la semaine dernière sur qu'est-ce que l'improvisation et celui du 20 décembre sur comment accompagner un film muet, ma contribution voudrait en constituer un lien via la question sémantique musicale
Et après cette présentation aussi claire que lumineuse de Clouds, d'une façon, j'espère, pas trop nébuleuse. Je commencerai par une anecdote personnelle. J'avais un jour à réaliser un commentaire d'écoute, une sorte de blind test, cher aux musicologues. Un extrait musical vous est donné à entendre 2 ou 3 fois et vous avez quelques minutes pour livrer un commentaire qui en saisisse les singularités de forme et de style et conduise, si possible, à l'hypothèse d'un nom. Je ne connaissais pas la pièce symphonique qui m'était proposée et j'étais bien en peine de proposer un nom. Et pourtant, miracle, d'une certaine façon, je devinais, je me fis devin. En présupposant un programme extra-musical, j'imaginais et je proposais le récit d'une bataille, d'un trépas et d'un deuil, et j'eus le bonheur de tomber juste, faute de quoi mon analyse serait devenue une simple affabulation. J'appris par la suite qu'il s'agissait d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev, que je ne connaissais pas à l'époque, je dois l'avouer, du duel opposant Roméo vengeant la mort de Mercutio et Tybalt, qui succombait. Tout s'était passé comme si, pour cette musique de ballet, l'utopie d'une musique véritablement mimétique, évoquée par Rousseau, s'était réalisée. Je cite l'analyse a contrario que propose l'auteur de la lettre de la musique française du fameux monologue d'Armide de Lully. Enfin, il est en ma puissance, que certains d'entre vous connaissent bien. Si l'on s'avisait d'exécuter, c'est Rousseau qui parle, la musique de cette scène sans y joindre les paroles, sans crier ni gesticuler, il ne serait pas possible d'y rien démêler d'analogue à la situation qu'elle veut peindre et au sentiment qu'elle veut exprimer. Et tout cela ne paraîtrait qu'une ennuyeuse suite de sons modulés au hasard et seulement pour la faire durer. Fin de citation. Hypothèse passionnante. Juste avant le célèbre couplet final, Carole appréciera, les Français n'ont point de musique et n'en peuvent avoir, ou si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux. Pour être véritablement et par elle-même mimétique, la musique, pour Rousseau, devrait pouvoir peindre sans le secours sémantique des paroles, ce qui est, selon lui, impossible, la musique purement instrumentale étant condamnée à n'être qu'un vain bruit, doué certes du pouvoir de flatter l'oreille, mais pas de toucher le cœur. Sonate, que me veux-tu ? Alors, la musique peut-elle, doit-elle dire quelque chose ? La distinction préalable entre musique pure ou absolue et musique liée à un texte, parole, livret, programme, ou à une fonction, est évidemment fondamentale. S'il peut paraître probable que la musique vocale exprime le sens, ou disons un certain sens porté par les paroles, parfois de façon paradoxale, comme dans le guilleret « J'ai perdu mon Eurydice » de Gluck, la question de la musique descriptive ou à programme pose un problème plus radical, celui de l'imitation, mimésis ou représentation, de savoir si la musique est en elle-même et par elle-même capable de représenter quelque chose. Dans l'Antiquité, la musique ne pouvait que vouloir dire quelque chose en le figurant par des modes rythmiques et mélodiques doués d'un ethos spécifique et codé, puisque musicae embrassait l'indissociable triade formée par la poésie chantée, la musique instrumentale et la danse. Il en ira de même à certains égards de l'opéra et de toute la musique vocale sur des paroles, même si, et la différence est de taille, poésie et musique ne sont plus unies, mais réunies. Dans ce qui semble parfois être davantage un attelage problématique qu'un alliage ou même une alliance. Par la suite, le rattachement de la musique aux théories de l'imitation a toujours posé un problème, en raison de son caractère non référentiel et de l'absence en elle-même de signifié clair et univoque, ou pour reprendre une excellente formulation de Michel Serres, du philosophe Michel Serres, de la nature antéprédicative de la musique. Parmi les genres qui ont tenté de relier intimement la musique et le sens de la parole, le madrigal, par la suite intégré dans une action scénique à l'opéra,
s'était distingué en mettant en place un code de signification constitué de madrigalisme et autres figuralismes stéréotypés, raillés par le neveu de Rameau, pour ce qui concerne la tragédie lyrique, et qui ont pour fonction de faire entendre, de rendre audible et intelligible la relation entre, d'une part, telle figure musicale, mélodique, rythmique, et à partir du XVIIe siècle harmonique, et de l'autre, telle image, tel sentiment, telle situation, en somme, telle signification. Ce code sémantique et expressif, forgé par l'esthétique baroque et reformulé par les esthétiques classiques et romantiques, vaudra alors aussi pour la musique pure. Tout se passant comme si les correspondances liant sens et musique, via des paroles ensuite effacées, avaient durablement imprégné la musique elle-même et constituaient en elle une trace, un vestige, une empreinte autant qu'un emprunt. En d'autres termes, la mémoire sémantique d'une comparaison devenue métaphore par abolition des paroles. Si pour un Charles Batteux, la musique imite les passions, elle se distinguerait des autres arts en ce qu'elle n'imiterait pas directement les objets, mais indirectement les impressions produites par ces objets, un lever de soleil, une tempête, sur le compositeur, l'improvisateur, l'interprète, et par suite sur l'auditeur. La critique de ce modèle imitatif, sous l'effet conjugué de cette théorie de l'expression d'une subjectivité et du paradigme de la musique absolue, qui oblige à penser la musique indépendamment de sa relation à un texte verbal, conduit à des réinterprétations radicales du rapport entre musique et sens. Je vais très vite pour synthétiser. 4 modèles successifs sont distingués par Jean-Jacques Nattier dans sa sémiologie de la musique, à la suite d'Étienne Gilson et de Leonhard Meyer, modèle imitatif, expressionniste, symboliste et formaliste, développé par Hans Lick, pour lequel les formes sonores en mouvement constituerait le seul contenu et objet de la musique, sa seule signification autoréférentielle, donc, une idée que l'on peut faire remonter à Chabanon, à la fin du XVIIIe siècle, et à son traité de la musique considérée en elle-même, c'est-à-dire indépendamment de toute fonction imitative ou expressive que Chabanon récuse radicalement. Je le cite. On chante, on note les sons que l'on a dans la tête. Ce ne sont pas l'expression de la chose, ce sont la chose même. La musique ne renverrait qu'à elle-même. À ces 4 modèles s'ajoute bien entendu celui de l'herméneutique musicale, qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, avec Karl Dalhaus notamment, reprend en charge et repense à nouveau frais la question du sens de la musique. 2 positions extrêmes sont identifiées par Caroline Abate, représentante américaine de ce courant musicologique avant un complet retournement épistémologique chez elle. Une première position qu'elle rejette de la Low Hermeneutics, dont les représentants postulent un sens immanent dans la musique, et celle qu'elle a incarnée un temps de la Soft Hermeneutics, qui rattache l'effet de sens à un contexte et un cotexte. S'inspirant de Nicholas Cook, un musicologue américain également, qui a magistralement étudié la question du sens de la musique en contexte multimédia, en particulier filmique, Abate avance l'idée, que je trouve très séduisante, très convaincante, d'une adhérence de la musique, laquelle, à force d'être jointe à des situations, des sentiments,
des images et des idées finiraient culturellement et dans une situation comme pour un public donné par leur être associés. Nous en sommes là aujourd'hui, je crois. Telle est la position considérée comme la plus raisonnable et la plus crédible. Et je la partage personnellement entièrement. Plus personne, il me semble, ne croit sérieusement que la musique voudrait en soi dire quelque chose d'extérieur à elle-même, indépendamment de sa situation contextuelle, sociale, performative et des codes rhétoriques, culturels, construits autour d'elle et sur elle, et qui sont eux-mêmes ces codes en perpétuel changement. Personne ne s'avancerait plus à dire que le mode mineur, ou la gamme par ton, ou le chromatisme auraient en soi une signification qu'ils dénoteraient ou même connoteraient indépendamment de leur contexte, qui la tristesse, qui le mystère ou la fluidité. Ce sont des codes construits et d'ailleurs également éminemment subjectifs. En réalité, nous avons déplacé la question de la production vers la réception et nous considérons généralement que l'auditeur élabore un sens dans un contexte culturel et un espace cognitif eux-mêmes construits. Carole nous dira peut-être si, en tant que praticien de l'improvisation, cette perspective est également la sienne. L'un des nœuds de cette relation contextuelle entre musique et sens, et j'en viens par là directement à la musique de Carole, réside dans le titre, qui oriente la perception et l'interprétation du sensible sonore, comme il le fait d'ailleurs du sensible visuel ou littéraire. Un titre non référentiel ou auto-référentiel comme sonate, symphonie, mais aussi structure ou improvisation n'entraîne pas à l'évidence les mêmes associations, les mêmes projections, le même investissement affectif et sémantique, donc la même écoute que, par exemple, Faust symphonie, Poisson d'or, reflet dans l'eau, ou encore des improvisations sur les mots tempête, visage d'enfant ou attente. Ce qu'il y a de spécifique dans le rapport entre musique et titre, tel qu'il se noue et se joue dans le dispositif mis en place par les improvisations de Carole Beffa, c'est à la fois la place du titre et sa fonction. À la différence d'une composition musicale, le titre d'une improvisation, si l'on veut bien considérer ainsi le mot-thème proposé par le public, est nécessairement connu du public. Alors que maintes pratiques habituelles d'écoute, au concert ou par la médiation d'un enregistrement, CD, radio, Internet, etc., conduisent à des situations à l'aveugle. Si je ne consulte pas les notes de programme ou le livret du CD, si je tombe par hasard sur un morceau en allumant la radio ou en faisant défiler de façon aléatoire des pistes musicales. Et cela, la plupart du temps, sans désir de deviner le titre, mais seulement peut-être de reconnaître le nom du compositeur et de retrouver de quelle œuvre connue il s'agit. Dans le paradigme de la musique absolue, tel qu'il a largement régné dans les cercles de la musique savante, y compris chez les amateurs d'opéra et de lieder, alors que dans la réception de la musique populaire, les paroles de chansons sont presque toujours, je crois, restées un élément essentiel. Dans les cercles de la musique savante, la musique a souvent été déconnectée des paroles, mais aussi dans certaines mesures des titres, y compris dans le ballet. Qui, par exemple, parmi nous connaît les titres de section des ballets de Debussy, Ravel, Prokofiev ou même Stravinsky en dehors d'une représentation scénique? Notre pratique d'écoute nous entraîne souvent à nous laisser porter par le flux musical sans véritablement connaître ces titres qui pourtant, dans ces ballets, sur un programme, sur un livret, ont évidemment une fonction sémantique particulière. Or, dans l'improvisation telle que pratiquée par Carole Beffa, pas moyen d'échapper au titre, en quelque sorte, sauf s'il arrive en retard ou si, volontairement ou involontairement, il n'entend pas le titre,
en se bouchant les oreilles par exemple, il ne peut pas l'ignorer et faire qu'il oriente son écoute. Le second aspect, c'est que ce titre a une fonction programmatique et même prescriptive, voire quasi normative, car il signifie quelque chose, ce mot programme lancé par le public, quelque chose comme « faites-nous, s'il vous plaît, une improvisation sur tel ou tel thème », qui en devient le titre, l'espace de la performance, et par la performance. Performance au double sens du terme d'ailleurs, spectacle virtuose, mais aussi au sens où le titre, dans son efficace pragmatique, quasi immédiate, sauf si l'improvisateur le refuse, se réalise en une musique qui, à son tour, est à la fois une réponse et une affirmation, signifiant quelque chose comme « voilà ce que, musicalement, pour moi, une tempête, un papillon, une maxime, tel sentiment signifie ». L'auditeur perçoit l'improvisation comme une réalisation, peut-être une illustration, du mot programme qu'il va, ou peut, juger à cette aune de façon normative, comme il le ferait d'un portrait réalisé sur le vif selon sa plus ou moins grande ressemblance avec le modèle. À cette différence que le modèle, ici, dans le cas de la musique, n'est qu'imaginaire. C'est dire si, pour une partie du public au moins, ou pour lui en partie, ce type d'improvisation ne correspond pas à celle, je cite, « libre, sans thème ni texte » de Kant, qui y voit la forme par excellence de la création d'une beauté libre et non adhérente. On retrouve d'ailleurs ce terme d'adhérente que j'ai mentionné tout à l'heure dans un autre contexte. En répondant aux demandes et aux attentes du public, Karol Beffa est mise en demeure de produire une musique qui a la particularité d'être à la fois libre en tant qu'improvisation et contrainte par la présence d'un thème non choisi par le compositeur-improvisateur, même si ce titre reste proposé et non imposé. Ce faisant, il est mis en demeure de se poser la question du sens, des sens possibles de la musique, et de lui apporter une réponse immédiate. Quels sont donc les titres sur lesquels Karol Beffa a improvisé ? Je dois dire que je serais bien en peine d'en donner une liste exhaustive, n'ayant à ma disposition que les improvisations que j'ai eu l'occasion et le bonheur d'entendre à de nombreuses reprises, sans autre trace que mémorielle, celles qu'il a enregistrées, au nombre de 22 chez Intrada, ainsi qu'une brève note non musicale que Karol a écrite pour une intervention au séminaire Musique et littérature de l'ENS, de l'École normale supérieure, en 2009, sous le titre « L'improvisation musicale face au texte littéraire », note qu'il a bien voulu me communiquer. Une note qui, pour l'essentiel, contient des titres d'improvisation avec parfois des remarques que je vais vous mentionner sur des thèmes qui ont été proposés par le public pour des séances d'improvisation. L'esquisse de typologie très brève qui va suivre emprunte quelques éléments à cette note, éléments que je signalerai comme tels, comme des citations. Parmi ces mots-thèmes, qui ne sont donc pas des thèmes au sens musical du terme, mais vous le savez bien pour ceux qui étaient là la semaine passée pour cette leçon, parmi ces mots-thèmes, il y en a qui sont musicaux, d'autres amusicaux, ou, je dirais, plus ou moins musicaux. Je m'explique. Par musical, je n'entends pas propre à la musique, adapté à un traitement musical, ce que suggère néanmoins Karol lorsqu'il note dans sa note que certains thèmes apparemment incongrus, le public aime à se faire plaisir, en lançant des défis proches de la mission impossible. Par musical, j'entends un thème qui renvoie explicitement à la musique, qui dénote la musique. Alors, il y a des compositeurs, des rencontres entre compositeurs,
un mixte monstre, Mendelssohn, des compositeurs en diachronie, Pleyel à travers les âges, j'y reviendrai. Adresse ou hommage, prière pour Jean-Sébastien. Il y a des chanteurs, Brassens, Édith Piaf, le titre d'une de leurs chansons. Un genre, sarabande, raga, postlude, associé parfois de façon paradoxale avec un compositeur. Un tango de Debussy. Œuvre ou thème musical, Au clair de la lune, qui est, je crois, souvent donné, le boléro. Jamais la 5e de Beethoven, note Carole. La ci darem la mano de Mozart. Bagatelle sans tonalité, en référence à Liszt. Big Ben, La Panthère rose. Les danses polovtsiennes de Borodine, données, je crois, ici même, la dernière fois. Des titres d'œuvres parfois signalés comme tels par des guillemets, pas à l'oral, mais dans le livret de CD. Poisson d'or, The Snow is Dancing, en référence à Debussy. Combinaison de plusieurs œuvres ou de personnages mythiques, Carmen et Don Juan. Rassure-toi, je ne vais pas te demander d'en faire la synthèse aujourd'hui. Œuvre dans un autre style, l'arpeggione dans le style de Beethoven, signalé comme, je cite, mauvais, en raison d'une proximité stylistique trop grande entre Beethoven et Schubert. À bon entendeur, salut, ne lui proposez pas ce titre. Formulation tronquée ou variée d'une œuvre ou thème musical, Tristan, prélude, chorale et franque. Des hymnes nationaux, parfois intégrés à d'autres thèmes tels que Waterloo ou la Révolution française. Mais là, je m'éloigne des titres proprement musicaux. Thèmes formés par les lettres-notes d'un nom. Vous savez qu'en allemand, comme en langue anglaise, les lettres renvoient à des notes de musique, ou plus exactement, qu'on désigne les notes de musique par des lettres. Par exemple, le nom de Befa, c'est-à-dire si bémol, mi, fa, fa, la, si je ne m'abuse. Une école, IRCAM, une contrainte technique pour la main droite. Et plus fantaisiste, c'est pas moi qui parle, c'est le compositeur improvisateur, 30% de touches blanches ou de touches noires. Quelque chose de triste à la main gauche, de gai à la main droite. Ou histoire, l'histoire de la musique depuis les origines. Le mot thème programmatique, y compris musical, appelle plus ou moins largement interprétation. À propos de Tristan, Carole formule dans sa note 3 hypothèses. Le style de Wagner, l'accord de Tristan, en fait l'enchaînement, note-t-il, la passion. Pour Pleyel à travers les âges que je mentionnais, on peut se demander s'il s'agit du compositeur, du type de piano auquel il a donné son nom, des compositeurs qui l'ont illustré, Debussy par exemple, ou encore de la salle parisienne homonyme, voire des grandes figures ou œuvres qui ont marqué l'histoire. À vrai dire, j'imagine ce qui peut se passer dans le laboratoire intérieur de l'improvisateur. Peut-être que Carole nous dira si c'est comme ça qu'il fonctionne ou non. Je ne sais pas, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut imaginer différentes pistes possibles et combinables. Et Carole nous dira peut-être d'ailleurs si toutes les pistes sont possibles et combinables à loisir pendant les quelques secondes qui séparent l'énoncé du thème de l'improvisation. Parmi ces thèmes qui dénotent la musique, des thèmes musicaux, on trouve des titres résolument autoréférentiels que je n'ai pas encore mentionnés. Carole signale le pianiste, le clavier, le musicien, le compositeur, l'improvisateur. Et il ajoute, plus difficile, le violon, le hautbois, la flûte, et beaucoup plus difficile, le trombone. On peut évidemment se demander, et lui demander, pourquoi les premiers ne sont pas considérés comme difficiles, tant cette autoréférentialité du pianiste, du compositeur, de l'improvisateur me paraît complexe à réaliser quand c'est l'improvisateur et son instrument qui deviennent le référent, sans guère avoir de moyens musicalement
je ne sais pas, de s'auto-désigner. Rassurez-vous, et que Carole se rassure, je reformulerai, je ressaisirai tout à l'heure mes questions. À l'inverse, certains titres mentionnés et effectivement proposés n'ont au premier abord aucun rapport direct ni explicite avec la musique. J'ai déjà indiqué que c'était une originalité foncière de la pratique de Carole qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'elle pose la question du sens d'une façon radicale. Parmi ces thèmes non musicaux, j'ai établi une sorte de typologie avec des thèmes généraux, portrait, visage d'enfant, l'enfant triste, paysage, tempête, des coquelicots derrière un rideau de pluie, la semaine dernière, je crois. Paysage moral, c'est moi qui les appelle comme ça, sarcasme, attente, tempête, de nouveau, au sens figuré du terme. Des titres de films, Le Mécano de la Générale avec Buster Keaton, poème, Le Dormeur du Val, ou son dernier vers, El Desquidado de Nerval, tableau, Guernica, fréquent, note Carole, L'origine du monde de Courbet, mais jamais la Joconde, note Carole. Roman, Les liaisons dangereuses depuis Laclos. Thèmes généraux, titres des maximes, Tempus fugit, L'un et le multiple, le décalogue, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Des couleurs, une couleur, deux couleurs, par exemple le rouge et le noir, par pur hasard. Trois couleurs, par hasard, bleu, blanc, rouge parfois. Des thèmes de nouveau plus fantaisistes, note Carole Beffa. Je ne me permettrai pas Polynésie ou Centrafrique. Thé ou café, sur France Culture. Des thèmes gageures qui correspondent à ces moments où le public aimerait peut-être se faire plaisir, la mondialisation, les déchets radioactifs, le dérèglement ou réchauffement climatique, les délibérations du jury. Termes techniques non signalés comme fantaisistes ou égotistes, figures de diffraction. Peut-être parce que, dans ces figures de diffraction, nous sommes à la croisée, en réalité, entre un thème non musical et un thème musical, puisque peut-être que dans diffraction, ce que Carole entend, c'est une image qui établit une équivalence entre le monde sonore et le monde musical. Ces thèmes, mondialisation, déchets radioactifs, sont-ils effectivement moins musicables que d'autres ? C'est probable du point de vue d'un certain code et du point de vue pratique lorsqu'on est improvisateur. Même si cette hypothèse me rappelle un peu les débats sur la question de savoir si l'on peut mettre en musique de la prose, des textes en prose et des textes prosaïques, non poétiques, comme les livrets d'opéra en prose de Zola, portés à la scène par Alfred Bruno, ou les histoires naturelles de Jules Renard, mises en musique par Ravel, par exemple. On a longtemps pensé et expliqué que c'était impossible, que la musique réclamait à l'évidence des vers, que c'était là le langage approprié à la musique. La notion clé me semble ici celle de connotation. Ces thèmes peuvent paraître incompatibles avec la musique parce qu'ils n'offriraient à l'imagination de l'improvisateur et peut-être de l'auditeur que peu de connotations musicales, qu'il s'agisse de mélodie, de hauteur, de timbre, de nombre, de forme, de rythme, etc. Entre ces deux catégories extrêmes, il y a bien sûr des cas ambigus ou ambivalents, lorsqu'un titre dénote un référent non musical tout en renvoyant possiblement à une ou plusieurs œuvres musicales, c'est-à-dire lorsqu'intervient, par jeu de polysémie, un titre lui-même métaphorique, parfois apocryphe d'ailleurs, qu'il soit littéraire, j'ai cité Le Rouge et le Noir, et ou musical, La Tempête, Clair de Lune, Roméo et Juliette, L'Oiseau prophète, qui renvoient tous à des œuvres musicales et parfois littéraires,
et peuvent ainsi entraîner une chaîne d'associations, mais aussi Charlot, que Carroll signale comme difficile, car Charlie Chaplin était lui-même compositeur. Ou encore La mouche, qui peut suggérer le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov ou ce que la mouche raconte de Bartók. C'est d'ailleurs ce que Carroll note dans le document que j'ai cité. J'ajouterais peut-être le film d'horreur The Fly, La mouche, ou l'opéra qui en est issu, donné au Châtelet en juin 2008. Les 7 péchés capitaux, qui a été donné comme thème à Carroll Beffa, qui renvoie à la fois à des péchés bien précis et à l'opéra de Kurt Weill, éventuellement au film Seven, par exemple, et à la musique éventuellement, qui peut y être associée. Est alors possible tout un jeu de citations musicales et de stylisation, d'allusions à des œuvres, des styles, des genres. Comment, par quelle notion saisir cette relation entre la pièce musicale et le thème verbal, du double point de vue de l'improvisateur et du public? L'objet musical, qu'en réponse à la demande du public propose l'improvisateur, en est-il une représentation, une illustration, une description, une évocation, une suggestion, une expression, ou bien une traduction, une interprétation, un commentaire? S'agit-il d'une analogie, d'une correspondance, d'une métaphore, d'une métonymie? L'improvisateur, d'ailleurs, cherche-t-il à rendre le mot image reconnaissable, identifiable, saisissable, visible à l'imagination, comme la situation dramatique supposée incarner le monologue d'Armide selon Rousseau, ou comme la scène du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev reconstituée à l'aveugle, ou bien le discours musical se situe-t-il délibérément sur un autre plan, avant tout musical? Je crois que nous approchons là au cœur du rapport entre musique et sens. Et je serais très intéressé de savoir quelle est la position, l'idée, la réflexion de Carroll Beffa sur cette question. Il s'agit en tout cas pour l'improvisateur de donner à sentir, à percevoir, de faire sens, pour ainsi dire, par les sens. Et pour communiquer avec le public, pour pouvoir parler à son imagination, non seulement musicale, mais visuelle, pour l'intéresser et l'émouvoir, y compris en maintenant la fiction d'une relation réelle avec l'objet, il me semble que Carroll Beffa recourt à un langage commun avec lui, à commencer par le sens commun ou bon sens, c'est-à-dire une encyclopédie et un code partagé. Je m'explique. Encyclopédie commune va sans dire. Pour entendre et donner à entendre le thème, il faut en connaître ou faire reconnaître ne serait-ce que partiellement la référence. Code partagé parce que l'interprétation et la perception du sens des signes proposés par l'improvisateur supposent un décodage, pas seulement une reconnaissance de citation, mais un décryptage, une véritable interprétation à son tour. La question qui se pose est celle de l'universalité problématique d'un certain nombre d'éléments musicaux touchant la dynamique, crescendo, opposition forte et piano, certaines tournures harmoniques ou mélodiques. L'improvisateur est évidemment tributaire d'un contexte, y compris de communication, sans quoi son improvisation, littéralement, ne peut pas faire sens. C'est pour cette raison, telle est du moins mon hypothèse, que sur le plan stylistique, 2 plans se juxtaposent ou, selon les cas, se combinent dans les improvisations de Carroll. Il y a, me semble-t-il, d'une part les références néo-baroques
néo-romantiques, d'éléments de la première modernité et de genres identifiables, et d'autre part, des éléments de style personnels, mélodico-harmoniques, rythmiques, qui ne peuvent pas forcément être reconnus si on ne les connaît pas. Autrement dit, à la fois un jeu mémoriel et citationnel et un laboratoire d'invention fait lui-même de nouveautés et de réemploi personnel par rapport aux compositions. En cela, l'improvisation constitue bien pour Carole Beffa, et à plusieurs niveaux, un laboratoire de sa composition. Qu'elle se situe, comme pour tous les compositeurs improvisateurs qui l'ont précédé, dans une relation dialectique avec elle est une quasi-évidence. Mais c'est selon un dispositif et une stratégie personnelle et selon un positionnement qui, me semble-t-il, ne va pas de soi aujourd'hui. De façon plus spécifique, pour Carole Beffa, la fonction de l'improvisation sur le vif et en public me semble être de travailler et de tester la dimension pragmatique de sa musique auprès des auditeurs, dans des conditions assez différentes de celles du concert, à la fois parce qu'il s'expose comme pianiste et comme compositeur, qu'il sort non seulement de la tour d'ivoire du compositeur, mais aussi de l'espace séparé, quasi sacré, de la partition écrite, pour proposer une musique savante, mais improvisée, et qui se veut doublement intelligible pour le public, à la fois comme musique et comme relation avec une injonction des auditeurs. Autrement dit, ce choix me semble avoir le sens d'un geste esthétique, voire d'un manifeste, celui d'un compositeur qui, pour prendre une image platonicienne qui d'ailleurs était en filigrane présente dans ta leçon inaugurale, revendique son choix de redescendre dans la caverne. Je fais bien sûr allusion au mythe ou allégorie de la caverne chez Platon. Qu'en est-il, enfin, du point de vue de la réception par l'auditeur ? Sa prise en compte dans le phénomène musical, de plus en plus importante aujourd'hui, notamment depuis le tournant performative turn, opéré dans les sciences humaines, en particulier dans la musicologie, est particulièrement essentielle, cette prise en compte de l'auditeur dans le phénomène musical, elle est particulièrement essentielle dans l'improvisation, bien sûr, en raison de l'absence de médiation écrite et de la fusion entre créateur et interprète. Elle n'est à vrai dire pas une nouveauté absolue dans l'esthétique musicale. On en trouve des formulations très explicites dans le tournant du XVIIIe et XIXe siècle chez les représentants du courant que le musicologue Michel Noiret qualifie d'intellectualiste, qu'il s'agisse d'Adam Smith, le même qui s'est rendu célèbre par ses théories économiques, qui a aussi écrit sur l'esthétique et en particulier sur l'esthétique musicale, ou qu'il s'agisse de Quatremer de Quincy plus exactement, parce que c'est un français, pour lequel la musique n'existe réellement que dans et par l'esprit de l'auditeur. Je cite de Quincy, la musique ne travaille pour l'âme qu'autant que l'âme travaille avec elle. Elle nous met sur la voie du plaisir, mais il nous faut y marcher aussi. Elle ne nous présente point des images toutes faites, elle nous les fait exécuter en nous. Nous peignons avec elle, nous sommes ses collaborateurs. Proche de l'idée valérienne de Paul Valéry, d'un co-créateur de l'œuvre, d'un lecteur comme co-créateur de l'œuvre, cette théorie de la musique, d'un auditeur comme co-créateur de la musique, préfigure, me semble-t-il, les théories cognitivistes d'aujourd'hui. La réception des improvisations sur des thèmes lancés par le public est à cet égard très particulière.
puisque, comme nous l'avons vu, les titres-programmes orientent de façon décisive les représentations des auditeurs. Mon expérience propre est d'avoir été, je dois le dire, constamment convaincu, persuadé, et j'emploie volontairement des termes ressortissants à la rhétorique, par les improvisations de Carol, qui m'ont parfois surpris, et tant mieux, mais paru toujours non seulement extraordinairement inventives, mais absolument crédibles. Loin d'une simple illustration qui entendrait coller au sujet, il me semble que Carol cherche à construire un processus avec l'auditeur. Je dirais, pour employer une métaphore qui vaut aussi pour l'accompagnement des films muets, et qui engage évidemment, ce que je n'ai pas le temps de faire ici, toute une conception théorique, à raconter une histoire, l'improvisateur comme narrateur d'une histoire. Pour envisager la question autrement que dans les conditions, voire le conditionnement du concert, je me suis livré à une expérimentation en écoutant d'emblée les improvisations du disque, des 22 improvisations chez Intrada, sans m'être préalablement reporté à leur titre. La perception en est alors toute différente, et j'ai bien souvent imaginé, évidemment, d'autres titres, parfois très éloignés de la réalité. J'ai bien reconnu l'oiseau prophète de Schumann et le style César Franck, et l'improvisation intitulée Hirkam m'avait semblé d'un style plutôt inhabituel chez Carol, à l'évidence ironique, parodique, voire satirique. Mais les thèmes non musicaux notamment, visage d'enfant, enfant triste, attente, sarcasme, déjà mentionné, ont donné lieu à d'autres lectures, d'autres hypothèses, d'autres images, tantôt proches, tantôt très éloignées. Le cas de Tempête est à la fois spécifique et emblématique. Le procédé du crescendo, puis du décrescendo, à la façon des jeans de Victor Hugo, évoque un phénomène qui naît, croît, parvient à son acmé et disparaît. C'est le mouvement de nombreuses réalités humaines ou naturelles. C'est aussi, si l'on va plus loin dans la stylisation, la structure anacrouse, accent désinence, chère à Olivier Messiaen, avant lui d'ailleurs à Vincent d'Indy. Ainsi, l'analogie de la tempête est aisément identifiable et partageable, le titre, y compris dans sa plurivocité, permettant de préciser ce rapport de sens à partir de l'identification d'un phénomène. Dans tous les cas, notamment dans ceux où j'étais loin de deviner le titre assigné, la surprise créée par le titre a réorienté l'écoute, comme le fait d'ailleurs le titre d'un tableau après le face-à-face avec l'image. Je conclus. Le problème du sens se pose de façon particulière et à de nombreux niveaux dans l'improvisation sur un thème, notamment non musical, puisqu'il engage un processus spécifique de production et de réception qui met en relation les représentations de l'improvisateur, et c'était d'ailleurs très intéressant tout à l'heure de voir la façon dont Carol Beffa métaphorisait son discours sur la musique. Il y avait tout un discours métaphorique et imagé sur sa musique, qui bien sûr fait partie de tout discours sur la musique et qui nourrit l'imaginaire et la pratique du compositeur et de l'improvisateur. Mais aussi les représentations des auditeurs, d'ailleurs différentes entre elles, dans leur rapport variable à des codes musicaux et plus généralement culturels. Si les improvisations de Carol Beffa me paraissent aussi convaincantes, c'est, je crois, parce qu'elles affrontent pleinement la question du sens,
en recourant à un langage commun avec le public, tout en présentant une polyvalence sémantique que le mot titre à la fois programmatique et rétrospectif, met en perspective, je vais utiliser moi-même une métaphore, colore, de façon performative par un effet de sens contextuel dans et par la performance, à partir d'associations et d'équivalences grâce auxquelles l'improvisateur substitue aux limites de la dénotation les possibles d'une connotation. Plus radicalement, le sens de ces improvisations me semble résider dans le geste même qui les fait naître comme pure présence performative qui, loin du statisme d'une représentation, propose un jeu perpétuel entre des médias, des codes et des références, mais aussi des attentes, des désirs et des surprises. Composer une pièce musicale et lui donner le titre d'attente, par exemple, ou de visage d'enfant, poserait peut-être, aujourd'hui, le problème de son caractère descriptif, à moins que cette réserve théorique ne repose en fait sur le dogme arbitraire, anti-romantique, d'un refus de l'image. Composer une pièce intitulée « Papillon, tempête » engage évidemment un jeu intertextuel, voire postmoderne, avec les précédents de Schumann et de Beethoven ou de son éditeur. Improviser, et non plus composer, improviser, ici et maintenant, une pièce à partir des désirs du public, y répondre en toute liberté et faire circuler des énergies dans l'espace et le temps de la performance, engage à l'inverse une pratique pleinement vivante de la création musicale en faisant jouer la logique de l'imagination de l'improvisateur avec la fantaisie du public et en s'inscrivant dans une tradition pour mieux la modeler et la moduler à sa guise. Telle est, à mon sens, la signification du geste de Carole Beffa dans ses improvisations, ou, comme je le lui ai écrit dans un message récemment par lapsus, révélateur, de ses improvisions. Mais plutôt que de finir par des affirmations, je reformulerai 3 questions posées à Carole Beffa au cours de cette intervention. Quand, comment et pourquoi s'est opéré ce choix d'improviser sur des thèmes proposés par le public, y compris des thèmes non musicaux? Avais-tu des modèles ou une idée théorique en tête sur le rapport entre mots-images et musique? Deuxième question, peut-être qu'elle soit toute présente à l'esprit, et d'ailleurs combinable. Comment se passe le choix et la combinaison des possibles interprétatifs entre l'énoncé du thème et sa réalisation? Toutes les pistes sont-elles possibles et combinables? As-tu eu des expériences où un contexte particulier modifiait radicalement l'attente et la perception des codes sémantiques? Enfin, et je reprends le titre de ta leçon inaugurale, « Comment parler de musique ?» La façon de nommer, de définir le rapport entre mot-thème et improvisation musicale, illustration, analogie, commentaire, traduction, est-elle une question pertinente pour toi en tant qu'improvisateur? Ou bien la juges-tu superflue pour ta pratique? Tu as montré que tu étais non seulement un improvisateur musical hors pair, mais aussi un improvisateur verbal hors pair, donc je crois que nous sommes tout oui. Merci beaucoup, Michel Grimanski. Alors malheureusement, l'heure est dépassée depuis bien longtemps. Je vais essayer de répondre très rapidement. D'abord,
c'est toujours très plaisant d'entendre parler de sa musique d'une façon beaucoup plus intelligente que tout ce que vous pourriez dire vous-même. Donc, j'avais l'impression, à t'entendre, que tout ce que je faisais dans mon travail d'improvisateur était raisonné, pensé, raisonnable, ce qu'il est loin d'être à chaque fois. Sur cette question, justement, et je vais essayer de répondre à ces 3 questions d'une seule fois, la pratique de l'improvisation et savoir ce qui pouvait finalement m'orienter dans ce rapport de mots-images est souvent lié au fait que je me suis demandé au fur et à mesure que j'affinais un peu ce principe des improvisations sur les thèmes proposés par le public, au fur et à mesure que je les faisais, qu'est-ce qu'un bon thème? Qu'est-ce qu'un bon thème d'improvisation? Et je dois dire que j'ai toujours du mal à le ressentir personnellement, et plus encore à le faire ressentir aux autres, à le faire ressentir au public. Pourquoi est-ce que je pense que Tristan est un bon thème? Pourquoi est-ce que je pense qu'une rencontre entre Don Juan et Carmen est un bon thème? Parce que le rapport à la musique est à la fois intime et détourné, si on le veut. Et que cette proximité avec l'essence musicale, si je puis dire, la plus ou moins grande proximité avec cette essence musicale sera l'occasion précisément d'un jeu. Lorsque je me lance dans une improvisation, j'essaie de le faire le plus souvent pratiquement sans réfléchir, d'emblée. Certains thèmes peuvent me laisser perplexe, un certain intervalle de temps, mais j'essaye de faire ça sans filer, d'emblée. Et il me semble que ces thèmes-là vont pouvoir m'orienter dans une direction qui serait probablement tout autre si un travail de préparation m'était laissé de, je ne sais pas, 1 jour, 2 jours, pourquoi pas 1 semaine. Le fait de devoir réagir spontanément engage un certain nombre de ces réflexes liés à l'improvisation qui ne sont plus seulement les réflexes digitaux de l'improvisateur ou mémoriels dont j'ai parlé, mais qui sont cette fois des réflexes dans une espèce d'herméneutique instantanée du thème qui m'est donné à entendre et qui m'est proposé. Voilà pour cette question. Sur la question du lien entre ces improvisations et ce qui a été le thème de ma leçon inaugurale, c'est-à-dire comment parler de musique, je me rends compte de plus en plus qu'à la différence, par exemple, de la peinture, songez que l'on dit histoire de l'art pour parler, en général, des arts plastiques et non pas des arts. C'est-à-dire qu'il y a un privilège, je pense, dans la tradition savante lorsqu'il s'agit des arts plastiques, privilège que ne connaît pas la musique. La musique est un domaine qui a son jargon, qui a son savoir technique, qui exige probablement, pour en parler avec précision, une certaine compétence, ce qui fait que lorsque je veux décrire un tableau, je peux ne pas connaître grand-chose à la technique picturale, je peux avoir des connaissances extrêmement rudimentaires à l'histoire de l'art, je suis capable de désigner tel ou tel tableau. Essayez de parler de la 5e symphonie de Beethoven sans dire il s'agit de la symphonie de Beethoven, simplement en décrivant ce thème. À moins d'un certain effort technique, je pense que c'est très difficile. Ce que je dis là pour la 5e symphonie de Beethoven, une des œuvres les plus célèbres de tout le répertoire, vaut davantage probablement, vaut a fortiori pour des œuvres moins connues ou des œuvres mineures. Alors, il y aurait donc beaucoup à dire. Comme tu l'as fait remarquer, cette réflexion qui était la tienne prenait parfaitement sa place entre la séance du cours de la semaine dernière et la séance qui aura lieu dans 2 semaines où il sera question d'accompagner un film muet, ce que j'essaierai de vous montrer à la fois avec un aperçu théorique et par l'exemple. Merci encore pour cette intervention. Le cours et le séminaire de la semaine prochaine seront consacrés à la question de l'imposture en musique. Vaste question, vous le verrez. Et j'espère vous revoir aussi nombreux. Merci.